Des informations importantes se trouvent dans la description de la vidéo. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment écrire les pages web. Nous allons apprendre les bases des langages qui les composent. Une page web permet l'affichage et la diffusion de contenu multimédia, du texte, des images, du son, des vidéos, des tableaux, des graphiques, des fichiers, mais aussi le recueil d'informations par la saisie de formulaires ou l'envoi de fichiers. Et bien sûr de lier les documents via des liens hypertextes consultables par un clic. Pour être plus rigoureux, il vaut mieux parler de documents que de pages web. De plus en plus de traitements informatiques sont appliqués aux pages web via le langage JavaScript, mais les deux langages fondamentaux du web sont le HTML et CSS. Même si on peut créer des pages web avec d'autres langages, comme HTML par exemple. Les deux langages sont totalement indépendants, on peut utiliser CSS sur des documents XML. Les documents web sont écrits à l'aide d'éditeurs de texte, comme ici, Visual Studio Code ou Notepad++. Il en existe beaucoup. Attention, ne pas utiliser un traitement de texte, mais bien un éditeur de texte. HTML, Hypertext Markup Language. HTML est un langage à balises utilisé pour décrire la structure et le contenu d'un document. Page web dans le langage courant. Les navigateurs affichent ce qu'ils connaissent, ce qui permet à d'anciens navigateurs d'afficher des documents web, même si certaines nouvelles fonctionnalités sont ignorées. CSS, Cascading Style Sheets. CSS est un langage utilisé pour décrire la présentation des éléments d'un document, les couleurs, les polices de caractères, la disposition des éléments. CSS permet aussi d'adapter le document au périphérique qui va l'utiliser, par exemple un smartphone, une tablette, un moniteur, une télévision 4K ou une imprimante. Les langages HTML et CSS sont interprétés par les navigateurs, qu'ils soient graphiques, comme Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, ou textuels comme Lynx ou W3M. HTML et CSS sont indispensables pour afficher une page web. Un navigateur textuel comme Lynx peut être utilisé pour les malvoyants avec un lecteur vocal, ou bien encore pour collecter des données sur le web. Un autre langage couramment utilisé est JavaScript, mais nous verrons uniquement HTML et CSS. Un document HTML est composé d'éléments. Attention, un élément, c'est l'ensemble balise plus attribut plus contenu. Alors nous avons au début d'un élément une balise ouvrante, c'est le minimum, donc ici dans cette balise, on lui donne un nom de balise, elle peut éventuellement avoir des attributs. À l'intérieur de l'élément, nous avons le contenu de l'élément, et l'élément se termine par une balise fermante. On reconnaît la balise fermante au slash devant le nom de la balise. Donc le nom de la balise au début et à la fin de l'élément est le même. Pour chaque élément, il faut au minimum son nom. Par exemple, l'élément break n'a besoin que d'une seule balise, qui est la balise ouvrante, BR. On n'a besoin que de ça dans ce cas-là. Maintenant, analysons un document web. Alors, analysons le document web qui a pour nom de fichier index.html. Alors, très souvent, vous verrez que sur les sites internet, le fichier index.html est le point d'entrée du site. La première ligne contient le doctype. Ici, il a pour valeur HTML. Ça signifie que la syntaxe utilisée va être le HTML5. En fait, on indique au navigateur quel type de langage on va utiliser pour cette page web. Alors, faites bien attention, à l'entrée, c'est chevron voir et un petit point d'exclamation. La deuxième ligne est un commentaire. En fait, les commentaires s'écrivent avec un chevron ouvrant, un point d'exclamation, deux tirets, et se terminent par deux tirets et un chevron vers la droite. Ensuite, nous avons la balise HTML. Donc cette balise HTML correspond à l'élément root, ou l'élément racine. C'est la racine de notre document web. On va préciser quel est le langage du document, donc ici FR pour français, EN pour anglais. Alors souvent dans le vocabulaire courant, on parle de page web, mais chez les professionnels, on va également parler de document. Donc, le terme document est fréquemment utilisé dans les documentations techniques ou par les langages comme JavaScript. Alors les deux balises principales d'un document HTML sont head et body. Dans l'élément head, on va retrouver tout ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire ce sont des informations qui ne sont pas affichées par le navigateur, mais qui sont importantes pour le fonctionnement de la page web. Alors ici, par exemple, en ligne 24, nous avons la méta char7 qui est égale à UTF-8. Donc là, on va indiquer à la page web quel est le type de jeu de caractères qui va être utilisé. Donc le jeu de caractères permet d'afficher les caractères des différentes langues
Et UTF-8 est un jeu de caractère universel qui correspond à presque toutes les langues de l'humanité. Donc avec celui-ci, vous êtes capable d'afficher n'importe quelle langue quasiment. Une balise qui est très importante, c'est la balise title. Alors title représente le titre, mais ça va être le titre qui va être affiché sur l'onglet de votre navigateur, qui va être affiché éventuellement tout à fait en haut de votre navigateur aussi quand cet onglet est utilisé, ou bien sinon aussi lorsqu'on veut l'ajouter aux favoris ou dans l'historique de navigation. Donc soignez bien le titre, mettez quelque chose d'explicite. La balise body, c'est essentiellement sur celle-là que les développeurs de pages web travaillent le plus, c'est le contenu affichable du document. Donc ici, on va avoir une balise qui est très très courante, qui est P pour paragraphe. Ici, OL pour ordered list, c'est-à-dire c'est une liste ordonnée. Et nous avons les éléments de liste ici, pour ID. Et ici, un élément qui permet de définir un lien. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Donc les balises, comme on avait vu tout à l'heure, commencent par ici la balise body et se terminent par la balise fermante body. Donc la balise fermante, eh bien le slash avant la balise. Donc idem pour HTML, et ici on termine notre page web. Donc voici le résultat de votre page HTML. Je vous rappelle que pour obtenir le source, vous pouvez faire clic droit, afficher le code source de la page. Donc c'est la même chose que j'avais déjà ici à droite. Ou bien sinon, vous pouvez également utiliser les outils de développement. Vous pouvez s'appuyer sur la touche F12 dès que vous êtes sur votre navigateur. Et ici, vous avez un onglet source qui vous permet d'obtenir le code source. Alors maintenant, nous allons passer en détail quelques balises courantes d'un document HTML. Dans les méta, nous avons deux balises qui peuvent revenir relativement souvent, qui est une méta donc qui a pour nom, donc on met le name, qu'est-ce que c'est? Auteur en anglais. On met le content, donc le contenu, et ici vous mettez le nom de l'auteur de la page web. Donc ça peut être utilisé par les systèmes informatiques pour gérer les documents, ou éventuellement par certains navigateurs ou certains moteurs de recherche. Ensuite, on a une autre méta qui peut être importante, c'est description, dans lequel ici vous mettez le blabla qui permet de décrire votre page web de manière résumée. Et parfois, ce contenu est affiché sur certains moteurs de recherche comme résumé de votre page web. Donc ça peut être assez intéressant de bien la soigner. Donc maintenant, on va se concentrer un petit peu sur le contenu de la balise body, qui est la balise qui contient ce qui va être affiché dans votre site web. Alors on peut le structurer de manière assez fine, c'est-à-dire qu'on peut définir un en-tête, donc header c'est un en-tête, donc qui s'ouvre ici avec header et qui se ferme avec /header. Donc dans header, qu'est-ce qu'on peut mettre? Souvent on met le logo et éventuellement le menu de navigation. Alors pour mettre un menu de navigation, on a une balise qui s'appelle nav comme navigation. Un menu de navigation, on a l'habitude souvent dans le développement web d'utiliser des listes non ordonnées. Donc une liste non ordonnée, c'est UL, unordered list. Donc une liste contient des éléments de liste. Chaque élément de liste est ELI. Ici, nous voyons qu'on en a 3. Et à l'intérieur de chaque élément, nous avons comme contenu encore un nouvel élément qui est une adresse d'un lien. Donc l'adresse d'un lien va avoir donc le contenu qui va être affiché. Ça va être ce qu'on va voir sur notre page web pour le lien, ce que l'utilisateur va voir. Et on va dire au navigateur vers quel endroit il va falloir aller se promener. Donc le href correspond à la cible du lien. Bon, on verra ça un petit peu en détail, comment ça marche les cibles. Donc si on continue un peu plus loin, après notre en-tête header, nous allons avoir le corps de notre page HTML, donc de notre document web. Page document, je vous rappelle, c'est un peu la même chose. Donc ici, nous avons la balise main. Alors elle n'est pas obligatoire, mais bon, c'est bien de le mettre, ça structure. En fait, ici, vous allez montrer que que c'est le corps principal de votre page HTML. Alors maintenant, il y a une balise qui est très importante, c'est toutes les balises qui commencent par H. Elles vont de H1 à H6. Donc les balises H1 à H6 décrivent les titres, sachant que le H1 est le titre de niveau le plus haut, de plus haut rang.
H2, H3, H4, H5, H6 sont respectivement chacun de moins en moins importants. Voilà, donc H2 est plus important que H3, et H3 plus important que H4, ainsi de suite. Alors, très souvent dans les navigateurs, vous allez voir afficher les balises H1 en plus gros qu'une balise H2 qui elle-même sera plus grosse qu'une balise H3. C'est souvent la logique qui est utilisée. Alors, il y a une erreur qui est communément faite, y compris par des professionnels, c'est de vouloir utiliser, par exemple, une balise H3 parce qu'on trouve que la balise H2 est trop grosse. Il ne faut surtout jamais faire ça. HTML ne s'occupe jamais de la mise en page. HTML ne s'occupe que de la description de la structure du site web et du contenu. La mise en page n'est faite que par le langage CSS. Donc surtout, ne choisissez pas une balise H3 à la place d'H2 simplement pour des raisons de mise en page. Ne faites jamais ça. Alors, une bonne recommandation, la balise H1 ne doit être présente qu'une fois par document. C'est une règle qui est assez communément admise, ça permet de bien référencer votre site web. Et si possible, votre balise H1 doit contenir les termes que vous avez mis dans la balise title, ici. C'est une bonne pratique. Donc article, c'est assez simple, c'est une balise qui va décrire un article. Donc à l'intérieur de cette balise article, on va mettre toutes les autres balises qui vont composer notre article. Donc l'article va avoir un titre. Donc l'article au rapport titre, les balises courantes, ça c'est le contenu qui va être affiché, et ce sera une balise de type H2, parce que nous avons déjà utilisé une balise de type H1 tout à l'heure. Après, bien sûr, par la suite, dans d'autres articles, s'ils sont dans la même page, on peut toujours utiliser encore des balises H2 autant qu'on veut. Donc ici, nous avions déjà vu, c'est une balise de paragraphe. Alors dans la balise paragraphe, on peut améliorer un peu notre texte. Si c'est quelque chose qui a de l'importance, on peut mettre ce qu'on appelle de l'emphase. Donc pour l'emphase, on a une balise qui s'appelle strong. Donc ça veut dire que on va mettre en évidence cette partie du texte. Alors c'est toujours pareil, on ne raisonne pas en apparence. L'apparence sera gérée par la feuille de style en CSS, mais simplement ici on réfléchit, on se dit tiens, cette phrase-là, cette partie de phrase est importante, je veux la mettre en évidence, j'utilise strong. Alors ici sur cette balise paragraphe, vous voyez qu'il y a des espèces de mots en latin. Alors c'est ce qu'on appelle un lorem ipsum. C'est tout simplement une petite facilité qu'on a sur certains éditeurs de texte. Donc ici moi j'utilise Visual Studio Code que je vous recommande d'installer et qui permet de faciliter le travail du développeur. C'est-à-dire lorsqu'on veut créer un paragraphe, on aime bien lorsqu'on fait des tests avoir du contenu un peu conséquent, un peu volumineux. Donc là, on tape simplement lorem, un coup de tabulation, on enregistre, et voilà, ça nous a créé un nouveau paragraphe avec un blabla qui nous permet de bien remplir la page, et on voit ce que ça donne. C'est une simple facilité. Donc ici, c'est la balise BR qui nous permet de faire un retour à la ligne, donc break. Ici, donc à nouveau une balise paragraphe, et EM, c'est une nouvelle balise qui permet de faire de l'emphase. Alors strong est une emphase un peu plus forte que EM, mais les deux font la même chose, c'est simplement une question de degré. C'est-à-dire si on veut mettre en évidence, mais de manière relativement limitée, on va utiliser EM, et si on veut vraiment mettre fortement en évidence, on va utiliser strong. Alors vous vous rappelez que tout à l'heure on avait parlé du TF8. Alors UTF-8, qui est le jeu de caractères international, permet d'afficher à peu près tous les caractères des langues de l'humanité. Donc ici, on utilise par exemple du cyrillique, privyet, ce qui veut dire salut en russe. Et on peut également écrire bonjour en coréen. Donc tout ça est possible parce qu'on a déterminé qu'on était en UTF-8. Alors ici, on a une balise un peu particulière qui s'appelle aside. Alors aside permet de faire des apartés, et ce sont des apartés qui sont relatifs à l'élément qui est juste parent. Donc l'élément parent ici, c'est article, donc vous voyez, c'est ordonné par niveau. Donc l'élément article contient la balise aside, donc c'est un aparté de l'article. En fait, à quoi ça peut servir? C'est tout simplement, vous avez peut-être déjà vu ça, vous avez un article de blog, et à côté, vous voulez mettre des informations qui ont une relation avec l'article, mais qui ne font pas partie de l'article.
Donc en général, c'est une bonne pratique de le mettre là-dessus. Ah, ici, on a une balise un peu particulière qui s'appelle KDB, qui va indiquer au navigateur que son contenu, ici F5, est une entrée utilisateur. Donc quelque chose qu'on peut rentrer au clavier, mais bon, ça peut être aussi des commandes vocales, c'est un petit peu particulier. Alors ici, nous avons la balise code. Alors à quoi sert la balise code? C'est pour indiquer au navigateur que nous allons afficher du code informatique. Donc là, le code informatique, ça peut être n'importe quel langage. Donc le HTML qu'on est en train d'apprendre, le CSS, du JavaScript, du C++, bon, peu importe. En général, c'est ça la convention. Dès qu'on a une balise code, c'est pour dire qu'on veut mettre du code informatique. Alors ici, on a des caractères un peu particuliers, qui sont le petit commercial LT et point virgule. Ça veut dire simplement affiche-moi un chevron vers la gauche. Parce qu'effectivement, les chevrons sont des caractères réservés pour le code HTML. Vous voyez qu'on en a un peu partout. Donc si je remettais un chevron ici, le navigateur saurait pas trop quoi en faire. Donc si j'ai envie quand même d'afficher un chevron, je suis obligé de l'écrire comme ça. Donc ça, c'est le chevron LT pour less than. Et ici, on a greater than, donc ça veut dire plus grand que. Donc vous devinez tout de suite que c'est le chevron vers la droite. Voilà, donc ici c'est la fermeture de notre corps de page, hein, du main. Ici j'ai à nouveau une balise aside. Alors cette balise aside, si on remonte un petit peu, on va fermer ça, cette balise aside, si on remonte un petit peu, elle est relative à body, c'est-à-dire qu'en fait c'est un aparté qui va correspondre à la page. Tout à l'heure on avait vu qu'on avait pu faire un aparté par rapport à un article, donc si j'ai plusieurs articles, j'aurai plusieurs apartés, et ici cet aparté-là, lui, va concerner la totalité de la page. Et ici, nous avons footer, qui est simplement le pied de page. Donc toujours pareil, on retrouve la même syntaxe, le nom de la balise, et le nom de la balise qui est précédé par un slash pour dire que c'est terminé. Donc bien sûr, le body qui ferme la balise body, et le HTML qui ferme notre balise globale, qui est la balise racine de notre page web. Voilà, donc vous avez remarqué qu'à ce niveau-là, je n'ai jamais parlé de mise en page, et c'est tout à fait normal. HTML, je vous le rappelle, ne sert qu'à décrire la structure et le contenu de votre page web. La mise en page, on le verra avec CSS. Maintenant, voyons un petit peu ce que ça donne sur un navigateur. Donc voilà le résultat de notre page HTML. Donc ici, on retrouve le titre de niveau H1, par exemple. Donc, on l'a ici, c'est le H1 ici. Ici, nous avons notre niveau H2, qui est écrit plus petit. Voilà. Donc je vous rappelle, on n'utilise pas H1, H2, H3, H4 en fonction de l'affichage qu'on veut. Pour ça, on utilise les feuilles de style. Ça veut dire simplement que mon titre de niveau H1 est d'un niveau hiérarchique supérieur à mon titre de niveau H2, et rien d'autre. Donc ici, on a l'emphase qui est en gras. Ici, une emphase un peu plus petite, là. Donc ça, c'était ce qu'on a obtenu avec la balise EM. Ici, ça, c'est ce qu'on a obtenu avec la balise strong. Donc si on veut regarder un petit peu comment ça marche, on peut utiliser l'inspecteur. Donc clic droit sur la page web. Je suis sur Google Chromium. Donc ici, je fais inspecter. Et ici, je peux sélectionner l'élément inspecté. Voilà. Donc ici, si je survole à droite sur mon inspecteur les balises, ça les met en surbrillance du côté de ma page web. Ça peut être très pratique pour débugger votre page. Donc tout à l'heure, ce que je vous expliquais donc avec l'UTF-8, UTF-8 est codé dans la balise meta ici. Donc meta, charset, UTF-8, c'est ça qui va me permettre d'afficher du cyrillique ou du coréen. Voilà, donc sinon, petite astuce aussi, lorsque vous êtes sur votre navigateur, lorsque vous faites des modifications sur votre page HTML et que vous voulez la tester, il faut absolument faire F5 pour rafraîchir le navigateur. Donc voilà, je fais F5 et ça me rafraîchit ma page. Donc vous voyez que la page est relativement moche, c'est quand même pas terrible comme style, c'est simple, nous avons simplement codé de l'HTML, on s'est pas occupé de la mise en forme. La mise en forme que vous pouvez voir ici, c'est la mise en forme par défaut
qui est intégré dans chacun des navigateurs. Mais par contre, on peut bien sûr rajouter du style pour faire des jolis sites comme on a l'habitude de voir. Donc ça, nous allons voir ça avec le langage CSS. Alors maintenant, nous allons regarder un peu plus dans le détail une feuille de style. Alors la feuille de style va être contenue dans le fichier style.css qui lui-même est contenu dans le dossier CSS. Alors je vais dans le dossier CSS et je clique sur la feuille de style.css. Alors une feuille de style va contenir les règles de mise en page et elle définit l'aspect des éléments HTML du document HTML. Alors, petite précision, comment on écrit les commentaires, c'est par un slash et une étoile, et ça se termine par une étoile et un slash. Donc que ce soit pour un commentaire sur une seule ligne ou plusieurs lignes, c'est la même façon. Voilà. Donc une règle, qu'est-ce que c'est? Une règle, c'est ce qu'on va définir entre accolades ici. C'est l'affectation de valeurs à une ou plusieurs propriétés. Donc c'est ces valeurs-là qu'on va affecter à une ou plusieurs propriétés qui vont modifier l'aspect de notre document HTML, de notre page web. Alors pour savoir à quoi on les applique, on va avoir besoin de sélecteurs. Alors les sélecteurs sont en début de règle, donc on définit le sélecteur sur lequel s'applique la règle, on met un blanc, les accolades, on écrit la règle qui est composée de nos propriétés avec les différentes valeurs. Alors pour modifier les feuilles de style, je vous recommande un éditeur de texte un peu performant. Visual Studio Code de Microsoft est disponible gratuitement, c'est celui que j'utilise ici, il est très bien pour faire ça. Je sais qu'on vous recommande parfois Notepad++, mais bon, je trouve qu'il est un petit peu léger pour ce type de travaux. Revenons un petit peu à nos sélecteurs. Donc ici le sélecteur étoile est ce qu'on appelle le sélecteur universel, c'est-à-dire que à partir de ce sélecteur-là, on va appliquer la règle à tous les éléments du document HTML. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'applique une valeur 0 sur la marge à tous les éléments de mon document HTML. Alors le sélecteur suivant, ici c'est ce qu'on appelle un sélecteur de type. En fait, le sélecteur de type, on va lui donner comme nom de sélecteur le nom de la balise de l'élément auquel on souhaite que ça s'applique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la règle qui est définie ici va s'appliquer à tous les éléments de mon document HTML qui ont pour type nav. Donc on va voir à quoi ça correspond sur le document HTML. Donc ici j'ai une balise qui a pour nom nav, qui va correspondre au type nav dans ma feuille de style. Et donc cette balise nav va être affectée par cette règle-là. C'est-à-dire que je vais lui accoler une couleur bleue dans la couleur, et je vais lui donner une marge de 25 pixels. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir un bord qui fait 25 pixels tout autour de mon élément nav. Alors un pixel, ça correspond à un point sur l'écran de votre ordinateur ou de votre tablette ou smartphone. CSS signifie Cascading Style Sheet, donc c'est des feuilles de style en cascade. Alors la notion de cascade, ça permet d'hériter des propriétés de l'élément parent ou de remplacer une propriété pour un élément spécifique. C'est-à-dire que typiquement ici dans nav, j'ai appliqué un élément couleur qui va venir écraser l'élément couleur par défaut du navigateur et qui ici va venir écraser l'élément marge par défaut que j'avais défini pour tous les éléments dans la règle précédente. Voilà, c'est quelque chose qui permet en fait d'obtenir des styles très très fins. Mais parfois ça peut être aussi très compliqué à débugger. Mais ça on verra ça plus tard. Alors restons simples. Donc pour l'instant nous avons ensuite les sélecteurs de type classe. Alors un sélecteur de type classe se reconnaît parce qu'il commence par un point. Donc on a un point et un nom. Alors à quoi ça correspond? Si on va sur notre page HTML article, nous avons ici pour l'élément nav un attribut qui s'appelle classe auquel on a donné la valeur menu. Alors la valeur ici, on peut mettre absolument ce qu'on veut. Bon, il vaut mieux mettre quelque chose de parlant pour vous y retrouver. Donc la classe menu correspond à mon sélecteur de classe .menu dans ma feuille de style. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais appliquer cette règle à tous les éléments qui auront comme classe .menu dans ma feuille dans ma page HTML. Donc ici, je vais mettre l'épaisseur d'écriture de ma police de caractère à 900.
FontWave permet de gérer la police de caractères et de dire qu'on veut que ce soit écrit plus ou moins gras. Alors le sélecteur suivant, il a une particularité, il a un dièse avant le nom. Alors tous ceux qui commencent par un dièse et ont un nom sont des sélecteurs d'identifiants. Alors à quoi ça correspond? On va retrouver ici dans ce lien un identifiant ID égale accueil. Donc ça c'est un attribut particulier, réservé donc dans HTML qui permet de définir les identifiants. Alors par règle générale, les identifiants permettent d'identifier un élément dans la page et donc doivent être uniques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma feuille de style va s'appliquer uniquement à l'élément accueil. Donc je le sélectionne par son identifiant accueil et je lui applique un espacement de lettres de 0,3 EM. Alors pour les unités qui sont utilisées dans les différentes propriétés et les propriétés elles-mêmes, il faut absolument se référer à la documentation CSS parce que bon c'est très compliqué, il y a énormément d'informations, il faut toujours avoir la référence près de soi. Alors ici, ce sélecteur-là est un peu particulier, donc on reconnaît, donc il n'y a pas de point, il n'y a pas de dièse devant, et on a une virgule entre les deux sélecteurs. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que cette règle-là va s'appliquer à la fois aux éléments de type strong et aux éléments de type EM. Donc dans ce cas-là, ce sont deux sélecteurs de type pour strong et EM, auxquels on va appliquer font size à medium et FontWave à bolder. Donc ça c'est très pratique lorsque vous voulez appliquer le même style à plusieurs éléments. Je sais pas, ça peut être par exemple la couleur du texte, bon, à vous de voir, les marges ou autre. Alors faites très attention, si vous vous trompez dans l'écriture, dans la syntaxe ici de l'un des termes, la totalité de la règle est invalidée. C'est-à-dire qu'elle sera ignorée. Il n'y aura pas de plantage du navigateur, vous ne verrez rien du tout, par contre votre style ne sera pas du tout appliqué. Il faut faire très attention avec CSS, il faut vraiment être très rigoureux dans l'écriture des propriétés, des valeurs et des sélecteurs. Alors maintenant on va voir les combinaisons de sélecteurs. Alors ça c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. On va d'abord voir un petit peu une histoire de famille dans HTML. On va revenir dans notre page de HTML pour découvrir un peu tout ça. Alors comment ça se passe? Alors ici, si on prend dans l'élément footer, on s'aperçoit que l'élément footer, donc pied de page, contient plusieurs éléments dessous. Donc lorsque un élément est contenu immédiatement après un autre, on dit qu'il est le fils de. Donc dans ce cas-là, c'est un fils de l'élément footer, c'est footer et son parent direct. Ensuite, les relations entre deux éléments qui sont voisins. C'est-à-dire c'est des éléments qui sont sur le même niveau. Alors ici, avec mon éditeur de texte, je le vois bien, ils sont tous alignés. Donc tous les éléments qui sont alignés ici, donc tous les éléments qui ont pour parent footer sont des éléments voisins. C'est-à-dire que ce paragraphe est voisin de celui-ci, est voisin de celui-ci, est voisin de cette balise div. Voilà. Mais il n'est pas voisin de ce paragraphe. Ensuite, il y a une notion d'adjacent ou de voisin direct. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que ce paragraphe-là est un voisin direct, un adjacent au paragraphe précédent. Et c'est uniquement lorsqu'ils sont côte à côte. Ensuite, il y a la notion de descendant. Alors ça, c'est un petit peu comme le fils, mais ça peut être aussi les petits-fils ou bien plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, un descendant d'un élément est un élément qui est contenu à n'importe quel niveau dans un autre. Donc en gros, ce paragraphe-là, si on regarde bien, il est descendant et fils de div, mais il est descendant uniquement il est descendant de footer, mais il n'en est pas le fils parce qu'il est à un niveau en dessous. Voilà, et il est également descendant de body et également descendant de HTML. Donc voilà, donc très attention à la notion entre descendant et fils, c'est pas tout à fait pareil. Le fils est directement descendant de l'élément qui le contient, c'est-à-dire il est juste au niveau en dessous. Alors maintenant, voyons un petit peu ces histoires de famille avec les feuilles CSS, comment ça fonctionne. Alors si on prend cette règle-là qui est un peu plus compliquée, nous allons voir que cette règle-là va s'appliquer
aux éléments ELI, donc liste de éléments de liste, qui sont directement fils, alors ça c'est le chevron qui nous dit ça, qui sont directement fils de UL, donc unordered list, donc une liste non ordonnée. Et ici j'ai un espace entre la classe menu et la suite, ça veut dire qu'en fait ils sont descendants d'un élément qui a pour classe menu. Alors, regardons dans notre page HTML maintenant ce que l'on a. Alors ici j'ai bien un élément ici nav qui est de classe menu, donc qui correspond à ce sélecteur-là, qui a des descendants UL. UL est bien descendant de ma classe menu ici, qui a pour fils des ELI. Est-ce qu'il a pour fils des ELI? Oui, il en a 3. Donc voilà. Donc ça veut dire que je vais appliquer ce style-là, en fait, à ces 3 éléments-là. Et je vais leur mettre display inline, ce qui va me permettre simplement de dire que je veux que l'affichage de ma liste se fasse à l'horizontale et non pas à la verticale. Voilà. Alors pour cette règle, elle va s'appliquer à tous les éléments P qui sont descendants de footer. Alors pourquoi descendant? Parce qu'ici j'ai un espace. Alors nous allons regarder notre élément footer ici, et comme descendant, j'ai celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-là. Donc à ces éléments-là, je vais appliquer la couleur ici dièse 06C. Cette couleur est codée en hexadécimal. Et maintenant, voyons la dernière règle. Donc que dit cette règle-là? Elle dit que je vais appliquer aux éléments de type paragraphe, qui sont directement fils de footer, la règle suivante. Donc on va chercher dans notre page quels sont les éléments concernés. Ici j'ai footer, et ils ont comme fils celui-ci, 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 pas celui-ci. Celui-ci est descendant, mais il n'est pas fils. Donc à ces 3 éléments, j'appliquerai la valeur 15 pixels à margin left, c'est-à-dire que je veux une marge de gauche de 15 pixels. Et voilà, maintenant on va regarder un petit peu ce que ça donne dans le navigateur. Alors voici le résultat de l'application de notre style à notre page HTML. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, il y a un outil qui est très pratique, c'est les outils de développement qui sont contenus dans quasiment tous les navigateurs aujourd'hui. Vous appuyez sur F12 pour les ouvrir. Donc ici je suis sur un équivalent de Chrome. Donc en appuyant sur F12, j'ai une console à droite qui s'ouvre avec plusieurs outils. Donc vous sélectionnez l'onglet éléments et l'onglet style. Donc en haut vous avez votre document HTML que vous reconnaissez, et en dessous les règles CSS. Donc pour accéder à une règle CSS particulière, vous sélectionnez l'élément et vous avez la règle qui s'applique dessous. Alors, il y a quelques petites choses qui sont quand même assez intéressantes dans ces outils de navigation, c'est que ça peut vous permettre de débugger assez facilement votre site web lorsque l'affichage se passe pas comme vous voulez. Dans une règle, vous pouvez activer ou désactiver une propriété. Donc vous voyez, ça réagit directement à gauche sur la page web, vous le voyez en direct. Ça vous donne aussi une autre information, c'est quelle est l'origine de la règle CSS. Donc ici, en haut à droite, on trouve l'origine. Ici, c'est le fichier 02 article HTML. C'est-à-dire qu'en fait, cette règle-là, on l'a définie dans la balise style qui est contenue dans la balise head de notre page HTML. Bon, c'est pas quelque chose à faire, mais bon, on l'a fait quand même. Pareil pour le background color, donc la couleur de fond. Donc elle provient du même fichier. Donc à droite, vous avez le numéro de ligne, 17 ou 25, dans le fichier. Ensuite, ici, on a la marge qui a été définie dans le fichier style. Alors ici, c'est style.css, à la ligne 6, où nous avons défini la règle qui s'applique à notre sélecteur universel. Et ici, on a margin à 0, mais qui est rayé. Alors ça veut dire quoi? En fait, c'est tout simplement que cette règle-là n'est pas appliquée, parce que la règle qui a été définie dans la balise style est prioritaire. Donc voilà, comme nous examinons le pied de page, dans le pied de page, nous avons une règle qui écrase la règle précédente. Donc dès qu'une règle n'est pas appliquée, dès qu'une propriété n'est pas appliquée, elle est rayée. Autre chose qui est importante aussi, ici dans Footer, nous voyons un display block que nous n'avons écrit nulle part. Et ici, nous avons la mention User Agent Style Sheet. Ça veut dire tout simplement que c'est le style qui est appliqué par défaut par le navigateur Chrome dans mon cas. Voilà. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les navigateurs ont quand même des feuilles de style qu'ils appliquent par défaut.
Ça vous fait des sites pas terribles, un peu moches, mais qui fonctionnent quand même. Les outils de développement sont un bon moyen pour apprendre en découvrant comment sont écrites les pages web. N'hésitez pas à faire F12 sur les sites que vous visitez pour découvrir leur structure. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Code 63.